Ok, alors moi, bon, c'est le vautour moine. Je suis salarié donc de LPO France dans les Grands Cosses. Et je vais vous présenter là un état des lieux de la connaissance qu'on a sur le vautour moine depuis la première reproduction. Donc c'est moi qui prends le micro, là, mais bien sûr c'est un travail collectif. Il y a beaucoup de monde là, à la fois dans les Cosses, aussi dans les bureaux aussi. Il y a beaucoup de monde pour permettre tous ces programmes et des financements, etc. Moi, on en est au troisième plan national d'action. Il y a eu le en 2004. Donc voilà, là vous avez tous les logos de tous les partenaires qui interviennent régulièrement. Un petit mot sur la répartition passée du vautour moine en France. Il n'y a pas de preuves évidentes, formelles de reproduction au cours des derniers siècles. Donc, à une époque préhistorique, il y avait des données de présence de vautour moine un peu partout en France, là, jusqu'à l'Antiquité, mais ce n'était pas des preuves de reproduction. Mais la régularité des données laisse penser qu'il y avait probablement quand même là, une reproduction au temps préhistorique. Il y a des dernières données au Moyen-Âge. Et ensuite, là, la seule donnée un peu précise qu'on a pu retrouver, c'est au début 17e, là, un nid sur un chêne vert avec un œuf. Et donc ça, c'est quand même, ça fait bien penser au vautour moine. Mais après, il y a beaucoup au 19e siècle de traités qui disent le vautour moine présent, mais en fait, les descriptions sont très peu précises. Il y a beaucoup de confusion entre espèces à cette époque-là. Et donc, c'est difficile d'affirmer avec certitude que le moine nichait encore en France au 18e ou 19e siècle. La disparition est peut-être plus ancienne que ça, quoi, dès le 16e ou 17e siècle. Voilà, donc une carte, la répartition du vautour moine en France, en Europe, pardon, mais qui était largement répartie en fait depuis l'Espagne jusqu'en Mongolie, avec une disparition là, donc au XVIIIe, XIXe siècle, là, surtout le nord de la Méditerranée, la mer Noire. La population qui restait en Europe de l'Ouest, c'était en Espagne, où il restait une centaine de couples. Disparition en France, en Italie, etc. Il restait quelques couples en Grèce, disparition en Bulgarie au XXe siècle. Il restait une petite population aussi dans le sud de l'Ukraine, à Odessa. Voilà, donc quand même un large déclin sur toute son aire de répartition. Et il y a eu 9 programmes de réintroduction, là, de renforcement depuis une quarantaine d'années. Donc je ne vais pas tous vous décrire, on n'a pas trop le temps là, mais à Majorque, sur les îles méditerranéennes aussi, où le moine était bien présent, il y a eu un renforcement. Il a disparu de Sardaigne, etc. Et ensuite, donc, il y a eu 3 programmes en France, on va y venir, et il y a eu surtout 4 programmes dans le nord de l'Espagne pour aider à la colonisation vers le nord. Et il y a un programme actuellement en Bulgarie qui marche assez bien. Voilà, donc la population actuelle en France, elle n'est constituée elle n'est là que grâce aux réintroductions, 3 programmes de réintroduction en France. Un premier dans les Grands Cosses dans les années 90, suivi dans les Baronnies 2004-2018, puis dans le Verdon, il y a un programme qui est encore pas tout à fait achevé. Donc il y a une cinquantaine d'oiseaux qui ont été lâchés dans ces 3 massifs. Et voilà. Et la population actuelle, donc, elle est de 36 couples, 13 et 3, ça fait une cinquantaine de couples. Vous voyez qu'on a lâché 150 oiseaux et actuellement il y a 50 couples. Donc la dynamique n'est pas envahissante comme espèce, quoi. Alors un petit mot sur l'habitat de reproduction en France. Donc il se reproduit actuellement là où on l'a réintroduit, donc il y a bien sûr un petit biais. Le vautour moine, c'est un vautour qui niche dans les petites montagnes, les basses montagnes. Donc les 3 massifs Baronnie à droite, là les Grands Cosses en bas à gauche. Donc c'est une espèce qu'on dit forestière parce qu'elle niche sur les arbres, c'est le seul vautour qui niche sur les arbres. Voilà, et on s'aperçoit que l'habitat correspond en fait assez au site de Circaète, souvent dans des grands vallons, souvent dans le tiers supérieur des pentes, mais pas toujours. Il peut être aussi assez bas dans les pentes. En France, c'est quasi exclusivement sur le pin sylvestre, parce que c'est un pin qui a un port tabulaire suffisamment grand et puis c'est une espèce qui est largement répandue en fait. Mais il y a aussi quelques cas de reproduction sur des pins noirs. Et en bas à droite, là, il y a une reproduction sur un chêne blanc, un chêne pubescent dans les Baronnies. Et actuellement, depuis 2-3 ans, il y a une repro aussi sur chêne vert. Voilà, orienté à l'est, les 3 quarts des nids sont effectivement orientés vers l'est. On a l'impression que l'exposition à l'ouest est évitée. Voilà, probablement pour bénéficier de soleil dès le matin en fait, et pour permettre l'envol. Voilà, et pour éviter aussi peut-être les vents dominants qui soufflent souvent de l'ouest.
Voilà. Et une constante là sur les nids, c'est l'accès au sol, quoi. Les moines aiment bien se poser au sol pour ramasser des matériaux de construction. Et on a remarqué que soit ils nient sur des pentes un peu versant sud, un peu dégagées, donc ils vont facilement au sol. Et quand ils sont sur des versants nord, il y a souvent des pitons rocheux à droite à gauche où les oiseaux peuvent facilement accéder. Le graphique, là, c'est la courbe du nombre de couples reproducteurs en France. Donc en bleu, c'est la courbe des grands cosses. En rouge, la courbe des baronnies dans la Drôme. Et en vert, c'est la colonie du Verdon. Donc ce qu'on voit, c'est que dans l'Écosse, il y a une progression qui est assez régulière quand même depuis 30 ans. Chaque année, on trouve 1 ou 2 couples supplémentaires. Il y a quelques petits accidents, mais qui sont aussi liés au biais de détection des couples. On prétend être exhaustif dans le suivi, mais on ne l'est sûrement pas. Et là, ce qu'on constate dans les baronnies et le Verdon, c'est que les courbes qui étaient, en tout cas pour les baronnies, étaient assez parallèles à celles d'Écosse. Et on voit que l'écart se creuse là depuis 2010, 2020. Dans les baronnies, on voit que la courbe du nombre de couples reproducteurs elle a tendance à stagner. Et dans le Verdon, il y a un clair déclin ces dernières années, quoi. Le graphique dessous, c'est le succès de reproduction, donc le nombre de poussins qui sont produits sur le nombre de couples qui ont déposé une ponte. Les vautours moines ne pondent que 9, hein, j'ai pas redit, mais donc il y a maximum un poussin par couple. Dans les grands cosses, on voit que le succès de reproduction se stabilise autour de 0,55, 0,6. Voilà, il a fallu quelques années. Les premières années, c'est très en dents de scie parce que l'échantillon n'est pas grand, donc forcément, il y a une évolution d'une année sur l'autre. Ça se stabilise autour de 0,6. 0,5, c'est à peu près conforme à ce qu'on observe dans d'autres colonies en Espagne, donc c'est pas inquiétant. Le succès de reproduction n'est pas très bon, mais c'est normal pour cette espèce longévive. Et on voit par contre que dans les baronnies, le succès de reproduction se stabilise plutôt autour de 0,4 là, donc ce qui est quand même franchement pas très bon. Et dans les baronnies, dans le Verdon, l'effectif est tellement faible que le succès reproducteur évolue d'une année sur l'autre, mais il est franchement mauvais, quoi. Alors, un petit mot sur le programme de bagage. Tous les vautours moines en France sont bagués. C'est-à-dire que les 150 oiseaux qui ont été réintroduits ont été équipés de bagues. Vous avez on voit sur la photo du milieu là, les bagues, c'est trois lettres noires sur fond blanc, bagues d'Arvik. Donc tous les oiseaux lâchés en France sont équipés de bagues. Tous les oiseaux qui sont nés en France aussi ont été équipés de ces bagues-là. Donc en théorie, on est capable d'identifier tous les vautours moines de France. Alors après, il y a de la perte de bagues quand même, et puis il y a aussi un peu d'immigration de la part des oiseaux espagnols. Donc un gros effort quand même de marquage tous les ans, et qui est associé à un gros effort aussi de contrôle de bagues. Tous les bagueurs savent qu'une des difficultés, c'est de relire, de contrôler les oiseaux. Pour les vautours, c'est relativement facile parce qu'on a des charniers, des placettes où les vautours viennent se nourrir. Et donc, on donne rendez-vous aux vautours à ces moments-là. C'est le moment privilégié pour lire les bagues. Les bagues sont grosses aussi, donc on peut les lire à distance quand même. Donc voilà, donc il y a aussi un gros effort de lecture de bagues. Il y a une base de données nationale qui est administrée par le Muséum d'histoire naturelle et auquel contribuent les différents sites de suivi de réintroduction, là, l'Écosse, les Baronnies, le Verdon. Voilà, donc saisie quotidienne des données. C'était pour la méthode. Voilà, les résultats, ça c'est le travail de Tiffaine Rousteau qui a fait sa thèse sur le vautour moine il y a quelques années. Donc voilà, ça fait quelques années, parce que les dernières données qu'elle a prises c'est 2016, un peu une seconde thèse qui va se préparer. Elle a trouvé que le taux de survie des jeunes était de 0,8. Donc je le redis pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que 2 jeunes sur 10 n'atteignent pas leur seconde année. Et ce taux de survie là s'améliore avec l'âge, et chez les oiseaux de plus de 6 ans, c'est 9 oiseaux sur 10 qui parviennent à l'année suivante. Voilà. Et Tiffaine avait trouvé que les oiseaux qui étaient réintroduits, donc les oiseaux lâchés, pas ceux nés en nature, ceux qu'on lâche ont un taux de survie qui est un peu moins bon que les oiseaux qui naissent en nature. Tiffaine a aussi fait une analyse de viabilité de la population française à partir donc de la productivité de la population, des taux de survie des jeunes et des adultes. Et elle a montré qu'avec la population actuelle, s'il y avait une surmortalité de 10 oiseaux adultes tous les ans, c'est-à-dire que par rapport à la mortalité qu'on observe actuellement, s'il y avait 10 oiseaux de plus qui mouraient, la population serait portée à une seconde extinction dans un pas de tas de 25 ans. Voilà. Et 10 adultes par an, c'est très crédible avec les épisodes d'empoisonnement, les éoliennes, etc. Voilà, c'est une vraie menace. Alors, dans les causes d'échec,
malgré la précision du suivi qu'on essaye d'avoir dans les 3 massifs, c'est très difficile de connaître, de savoir, de documenter des causes d'échec de la reproduction. En photo, là, j'ai mis un cas qui n'est pas si anecdotique que ça. Donc, j'ai dit que les vautours moines ne pondent qu'un œuf. Et il y a certaines nuits où il y a 2 œufs, parce qu'il y a 2 femelles. Et ça, en fait, en France, c'est pas si anecdotique. Il y a 2 couples à peu près dans chaque massif, donc à peu près 6, 7, 8 couples tous les ans en France de femelles. Donc, c'est à peu près 12% de la population nicheuse qui est constituée que de femelles. Donc, des couples qui sont en échec. Ensuite, voilà, on sait qu'il y a de la mortalité des adultes, la mortalité adulte. J'ai pas remis le graphique de phénologie de la reproduction du vautour moine. Le vautour moine pour le mois de février, l'envol c'est au mois d'août. Donc s'il y a disparition, c'est très long hein, sur l'année. Donc s'il y a la mortalité d'un oiseau sur ce long pas de temps, il y a l'échec de la reproduction. Ouais. Et alors l'inexpérience des jeunes adultes, là c'est ce graphique. Les bandes bleues là, verticales, c'est l'âge des oiseaux. 4 là, par exemple, c'est... on voit pas le graphique. C'est pas très grave. Donc c'est pas 20. Le 20, c'est c'est les ordonnées là-haut, vertical, les ordonnées. Ça, c'est le pourcentage de succès. En gros, il y a, je sais plus, à 6 ans, il y a une trentaine de cas de reproduction d'oiseaux de 6 ans. 25, bon, vous avez compris? Super, merci. Et donc la courbe rouge, ça montre l'évolution du succès reproducteur en fonction de l'âge. Et on voit que le succès reproducteur a quand même tendance, même s'il y a moins de cas connus chez les oiseaux de plus de 20 ans, on voit quand même qu'il y a clairement, alors je ne sais pas si c'est statistiquement fiable, etc. Il y a Olivier qui a une, oui. Je le regarde. Voilà. Mais en tout cas, on observe qu'il y a quand même une tendance les oiseaux arrivent mieux à se reproduire quand ils ont un peu d'expérience. Un petit mot sur la dispersion pardon, des moines. En haut, ce graphique, c'est la dispersion natale entre le site de naissance et le site de première reproduction. Dans ce graphique, il n'y a que les oiseaux nés dans l'Écosse et nicheurs dans l'Écosse. On n'a pas pris en compte les oiseaux espagnols, il y en a quelques-uns. Et on s'aperçoit voilà, que les mâles ont tendance, c'est pareil, je ne sais pas si c'est statistiquement fiable, on voit que les mâles ont une distance de dispersion entre nid de naissance et nid de première reproduction d'à peu près 6 km et les femelles 11 km. Et ça, c'est juste à l'échelle du petit massif des Grands Causses. On a 2 ou 3 oiseaux, il y avait 3, il n'y en a plus que 2 là, baguets en Espagne qui nichent dans l'Écosse sont des femelles. Donc on n'est pas de mâles espagnols qui sont venus nicher dans l'Écosse. Donc, ouais, mais c'est connu chez les rapaces que les femelles sont beaucoup moins philopatriques que les mâles. Et voilà, les petits graphiques en bas à droite illustrent les échanges entre les populations. Donc, ça varie un peu selon les années, bien sûr, mais ça reste à peu près ce taux-là. Il y a 3 oiseaux d'Écosse qui nichent en Catalogne, en Espagne, 2 oiseaux espagnols qui nichent dans l'Écosse. Et après, il y a quelques échanges aussi entre les baronnies, le Verdon et puis les Grands Causses, sachant que c'est surtout la population des Grands Causses qui donne des oiseaux, enfin, les oiseaux qui partent des Grands Causses et qui vont se reproduire dans les baronnies ou le Verdon. Voilà, le plan d'action, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur la ressource alimentaire. Les vautours en France et plus largement en Europe, ils sont entièrement dépendants de l'élevage maintenant. Il y a très peu de faune sauvage, de grands ongulés sauvages en Europe, il y en a très très peu. Donc ça fait longtemps que les vautours sont dépendants de l'activité humaine. Il y a une mise à disposition de ces ressources via les associations, etc., qui font des tournées d'écarissage et qui amènent la nourriture sur des charniers. Il y a aussi plein d'éleveurs qui ont des placettes et qui déposent leurs brebis. C'est souvent des brebis, ça peut être aussi des porcs, des chèvres, etc. Voilà, donc il y a une ressource alimentaire qui est largement mise à disposition des vautours dans tout le sud de la France. On s'est interrogé de savoir s'il y avait une compétition alimentaire entre le vautour moine et le vautour fauve, parce que la dynamique du vautour fauve est bien meilleure que celle du vautour moine. Et on a une des pistes là, c'est que la ressource alimentaire qui est disponible, c'est essentiellement de l'élevage ovin, des brebis, et ça correspond très bien au régime alimentaire des vautours fauves et beaucoup moins bien au régime alimentaire des vautours moines. Et on s'aperçoit en haut à droite, c'est une curée sur une brebis, quoi. Et ce qu'on observe régulièrement, c'est que les vautours moines, ils se tiennent en périphérie de la curée. Il y a beaucoup de fauves qui viennent, ils ont du mal à trouver leur place. Donc, ils attendent que la curée soit terminée pour s'approcher et manger les restes. Et à d'autres moments, là, cette photo est très belle, une photo de Bruno Berthémy.
où on voit très bien qu'un vautour moine défend sa ressource alimentaire, c'est un agneau, quoi. Et on voit en fait que ça a été montré aussi en Espagne, quand la ressource alimentaire est dispersée dans l'espace, les petits morceaux qui sont dispersés, les vautours moines arrivent beaucoup plus à accéder à la nourriture. On a fait une petite étude en comparant une placette avec des brebis, une placette avec des déchets de porc, c'est des abats de porc qui sont dispersés, et puis une placette avec des déchets de boucherie. On s'est rendu compte qu'en proportion, les vautours moines étaient beaucoup plus présents sur les déchets de boucherie et les abats de porc que sur les curés de brebis. Or, sur le territoire, c'est quand même 90% de la ressource alimentaire sont des brebis. Voilà. Sur le régime alimentaire, on collecte aussi tous les ans des restes dans les nids après la reproduction. Tous ces restes sont déterminés par Christian Rignols, qui est un collègue de la LPO de l'Aude. Et ça a été intéressant ces dernières années de constater la diversité des espèces qui sont consommées par le vautour moine. Donc, sans surprise, il y a quand même beaucoup d'ovins et de caprins, brebis et chèvres, et donc pas mal aussi de bovins, etc. Il y a les sangliers, qui sont des déchets de chasse surtout, qui sont présents. Des chevreuils, qui sont soit des déchets de chasse, soit des faons qui sont fauchés au printemps lors des fauches des prairies. La surprise a été de constater aussi la très grande présence du renard. Le graphique, là, c'est sur 136 collectes. Sur 136 collectes, 88 fois, on a retrouvé des ovins. 79 fois, on a retrouvé des renards. Voilà. Donc, beaucoup aussi d'espèces sauvages en petite unité et pas mal aussi de volailles, parce qu'il y a des éleveurs en fait, qui balancent aussi aux vautours et les volailles, quoi. Et alors, la surprise, là, c'est dans les Grands Cosses, ça a été aussi de constater la présence de chamois et de marmottes, sachant que les marmottes des Grands Cosses, c'est à 120 km les premières marmottes. Alors, un petit mot sur l'utilisation de l'espace. Il y a un programme donc, qui est porté par Olivier depuis quelques années, 2017, merci Olivier. Tous les vautours moines actuellement qui sont réintroduits, donc c'était à la fin du programme des baronnies, puis actuellement dans le Verdon, tous les vautours moines qui sont réintroduits maintenant sont porteurs de balises GPS, c'était pas le cas avant. Et on fait aussi des séances de capture tous les ans pour équiper des oiseaux, soit des jeunes en vol, soit des immatures, des adultes. Bref, donc il y a une centaine de vautours moines qui ont été suivis par GPS en France. Si vous avez des questions sur les GPS, la télémétrie, après il y a Olivier dans la salle. Donc là, ça, sur les domaines vitaux, c'est une carte qu'avait produit Stephen lors de sa thèse. Ça, c'est le domaine vital c'est des mâles, parce qu'on capture essentiellement des mâles en fait. C'est des mâles reproducteurs en période de reproduction avec un jeune à l'envol. Donc toutes ces cartes sont comparables entre elles au niveau de l'échantillon. Et ce qui est intéressant de constater, c'est la différence de comportement qu'il peut y avoir entre différents oiseaux. Celui qui monte vers le haut, vers l'Auvergne et vers Issoire, c'est les mêmes oiseaux qu'il y a sur le graphique à droite. Donc ça, c'est FUR, cet oiseau. On voit qu'il a un domaine vital de près de 6000 km², alors quand même, dans le même temps, d'autres mâles qui nichent à quelques centaines de mètres ont des domaines vitaux de 2000 km², donc 3 fois plus petits, quoi. Et c'est intéressant là, de constater que les oiseaux qui nichent sur la même zone ont des stratégies alimentaires assez différentes. Et l'oiseau qui niche dans les baronnies, Sirius, a aussi cette stratégie-là. Il suit les transhumances et il monte dans les Alpes pour aller en période d'élevage du jeune pour récupérer la ressource alimentaire. Alors, une autre méthode que j'ai mis là plus pour l'anecdote, parce que je pense que c'est intéressant pour les naturalistes, là, on a réussi à étudier les domaines vitaux des moines à travers les boucles d'identification du bétail. Les vautours moines donc, avalent des morceaux qui sont grands, et notamment des oreilles entières avec la boucle, c'est la photo que vous avez en haut à droite là. Donc les moines ingurgitent ces boucles, ils viennent les régurgiter sur le nid au moment du nourrissage. Quand on les récupère en fin de saison, on peut récupérer 2, 3, 4, 5, des fois une dizaine sur chaque nid. Et ça permet, en fait, avec les chambres d'agriculture, on récupère la commune d'origine de la boucle. Et ça permet en fait, de dresser. C'est la carte. En haut à droite, vous avez un cas pour un couple. Voilà, enfin un polygone avec le nombre de la localisation de chaque boucle. Et la carte en bas à gauche, c'est ce qu'on a obtenu pour l'ensemble de la colonie, quoi. Et en fait, la méthode, c'est intéressant de constater qu'elle est assez fiable, parce que le petit tableau en bas à droite, ça compare les domaines vitaux que Tiphaine a obtenus à part les kernels 95 là, sur une saison de reproduction.
Donc c'est pas les mêmes. Et nous, c'est ce qu'on a après, ce qui a été trouvé sur des sites de reproduction. Donc évidemment, les données GPS sont beaucoup plus précises parce que c'est un individu sur une période qui est bien connue, alors que les boucles qui sont récupérées sur les nids, c'est 2 oiseaux et on ne sait pas quel est le pas de temps exact, quoi. Mais enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est de constater qu'au niveau des domaines vitaux, on obtient des chiffres qui sont tout à fait comparables, quoi. Et cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite pas de capturer les adultes et c'est beaucoup moins coûteux aussi, quoi. Alors un mot sur les causes de mortalité. En France, c'est le réseau électrique qui est encore et toujours la cause première de mortalité. Ceci dit, c'est une cause sur laquelle on s'est travaillé parce que Enedis RTE sont impliqués depuis longtemps dans l'équipement des lignes électriques. Donc c'est une cause qui diminue. Il reste encore quand même énormément de travail. Il y a beaucoup de cas qui sont inconnus aussi. Alors cette part étant à diminuer avec le temps parce que maintenant on a des protocoles de collecte des cadavres qui est assez rigoureuse. Tous les cadavres sont ramassés. Il y a une radio qui est faite systématiquement pour contrôler la présence de plomb. Et il y a des autopsies qui sont menées par des vétérinaires et des échantillons qui sont systématiquement analysés en laboratoire. Malgré tous ces efforts-là, il y a encore une grosse part d'inconnus qui reste. Donc, pardon, j'ai dit les lignes électriques, voilà. Les tirs sont encore récurrents. On retrouve régulièrement des vautours qui meurent de coups de fusil, mais on retrouve aussi beaucoup de vautours, notamment aussi des fauves, qui meurent d'autres raisons. Et on s'aperçoit qu'ils ont quasiment 15% des vautours qu'on récupère ont du plomb dans le corps, des fois du corps ancien, mais enfin, bon, ils sont quand même soumis à une vraie pression de tir. Et le souci, alors il y a 2 cas de mortalité en France sur des éoliennes, un dans le Puy-de-Dôme, un dans l'Hérault, donc c'est en dehors des domaines vitaux actuellement connus des vautours moines, ce qui montre bien qu'en fait, on essaie de préserver les domaines vitaux actuels du développement éolien, mais les vautours moines sortent et meurent aussi en dehors. Il y a aussi un vautour moine français qui est mort sur une éolienne du côté de Tarifa. Et après, le souci qui monte là, c'est les intoxications. Voilà. Et notamment dans les Alpes, vous avez vu tout à l'heure la courbe d'évolution des effectifs dans les Alpes, Baronnie et Verdon. Et c'est la cause principale de la diminution récente de la population. Il y a régulièrement des adultes qui sont retrouvés morts, et c'est souvent victimes de poison. Là, on est beaucoup aidé par le suivi GPS maintenant qui se généralise pour trouver ces cadavres. Et c'est un outil aussi qui sert beaucoup pour les suites judiciaires, parce que même en étant très réactif sur la découverte des cadavres, c'est difficile de prouver l'intentionnalité et puis qui est la personne qui a déposé les appâts empoisonnés. Voilà, donc a priori, les vautours ne sont pas les cibles directes du poison. C'est surtout les victimes collatérales des poisons qui est disposé pour les loups et pour les renards. Le poison, ça a été montré à l'échelle d'Europe, pour les vautours, Tiffany en parlera un peu tout à l'heure. Voilà, donc voilà, malgré les efforts, il y a peu de condamnations en France. Et actuellement, voilà, dans le cadre d'un programme live sur le JPET, il y a une brigade cynophile qui va se mettre en place. C'est des agents de l'OFB avec des chiens. Je suis dans les temps, c'est parfait. Qui sont capables de détecter le poison et de remonter des pistes pour essayer de mettre. Voilà, pour avoir quelques réussites judiciaires. Un mot sur les incendies. Ça, c'est une photo dans l'Écosse en 2022. En fait, cette année-là, il y a 1300 hectares qui ont brûlé dans l'Écosse, 700 dans le Verdon. Donc, cette année-là, il y a 5 nids qui étaient occupés, qui ont brûlé. 5 nids, il y en avait une cinquantaine à l'époque. Donc, ça fait à peu près 10% des nids de cette année-là qui ont brûlé. Donc, certains nids étaient déjà en fait en échec. Donc, il n'y a eu un poussin qui a été retrouvé mort brûlé. Mais voilà, on s'aperçoit que c'est quand même comme la population actuelle est très très localisée sur des petits secteurs, c'est une vraie menace qui pourrait, le même incendie au mois de juin pourrait avoir des conséquences beaucoup plus néfastes. Voilà. Et on a fait une petite étude là sur le mouvement des couples suite à l'incendie. On s'est rendu compte avec surprise que certains oiseaux ont gardé le même secteur. Le rond rouge du milieu, c'était le nid qui avait brûlé. Et l'année suivante, les oiseaux sont venus se reproduire ici, là. Ils ont réussi à trouver un pain qui était encore un petit peu vert dans leur vallon, quoi. Et on a été surpris de constater qu'il y a 2-3 couples comme ça qui n'ont pas fui la zone brûlée, qui ont reniché sur des nids brûlés et qui ont finalement qui ont changé de secteur de reproduction l'année suivante, quoi.
Voilà, il y a eu un temps de latence. Ça fait la réaction au stress a été plus longue qu'on pensait. Voilà, donc un petit mot sur les perspectives. Donc on s'aperçoit, voilà, 150 oiseaux lâchés en France, c'était peut-être trop peu. En tout cas, la population actuelle est loin d'être viable s'il y a des mortalités qui augmentent. Dans le Verdon, il y a les réintroductions continuent, mais vraiment au compte-gouttes avec des oiseaux qu'on récupère dans l'Écosse, des jeunes oiseaux qui sont récupérés en galère et qu'on réintroduit dans le Verdon. Donc, c'est pas très satisfaisant quand même, c'est pas très ambitieux comme réintroduction. La lutte contre le poison apparaît de plus en plus comme une condition nécessaire pour que la population du sud des Alpes se développe. Dans les Grands Causses, on est à l'abri pour l'instant du poison, même s'il y a quelques cas, on est relativement à l'abri parce que le loup est encore très peu présent, mais on peut imaginer que dans quelques années, il y aura aussi pas mal de poison dans les Grands Causses parce qu'il y a beaucoup d'élevage. Voilà, le plomb, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, il y a pas mal de charniers de chasse. On sait que le plomb, c'est un souci pour les rapaces nécrophages, qui est, voilà, notamment sur le comportement. On a des prises de sang chez les jeunes de l'année qui s'envolent au mois d'août et qui consomment pas mal de charniers de chasse à l'automne. On se rend compte qu'il y a quand même une présence de plomb, même si c'est difficile de dire que ça a des impacts sur la survie de l'oiseau. On a trouvé aussi un oiseau, un vautour moine victime des anticoagulants. Le vautour moine, vous avez vu, il ramasse pas mal de petits cadavres, un peu comme le vautour percnoptère, donc il est aussi pas mal soumis quand même à tous les produits toxiques. En tout cas, il est plus sensible à ça que les vautours fauves qui sont essentiellement sur les brebis. Voilà, les lignes électriques, on continue le travail. Le développement éolien, je ne vous ai pas mis la carte, mais ça a tendance à se rapprocher aussi des domaines vitaux. Et il n'y avait aucun cas connu il y a 5 ans de mortalité, on en est à 2 maintenant. Voilà, et après, renforcer les liens avec tout le monde, en fait, les éleveurs, les chasseurs, les forestiers. Je n'ai pas parlé des forestiers, là, je n'avais pas le temps, mais pour l'instant, il n'y a pas un gros enjeu autour de la gestion forestière parce que les vautours moines nichent sur des forêts de pente qui ne sont pas exploitées pour la majorité par les forestiers, mais on est quand même en lien avec eux. Là, on initie une étude dans les Grands Causses sur l'habitat forestier. C'est l'ONF qui va faire ce travail-là, décrire les essences, les pentes, la densité des arbres, etc. Et il y a un petit sujet aussi quand même avec les photographes. Les vautours moines dans les Grands Causses, mais aussi dans les autres massifs, sont relativement faciles d'accès. Et il y a beaucoup donc, de photographes qui connaissent certains nids maintenant et qui se rapprochent assez près pour faire des photos. Et des fois, on retrouve des jeunes en dehors du nid trop tôt et on soupçonne que c'est parfois lié à des photographes qui s'approchent à 100 mètres. Hein. Voilà. Et pour finir sur une note positive, c'est dans l'Aude. Les collègues de l'ELPO de l'Aude ont un projet intéressant. C'est un territoire qui est traversé par les vautours, fauves, moines, etc. C'est une halte entre l'Espagne en fait, et la France. Donc, ils voient beaucoup de vautours moines passer. Ils ont développé beaucoup de placettes d'alimentation. Ils ont un habitat qui est très, très favorable à la reproduction du vautour moine. Ils n'ont pas voulu se lancer dans un programme de réintroduction, mais donc ils vont essayer de mettre des aires artificielles sur le territoire. Et ils ont fait une volière là pour récupérer quelques vautours moines qui ne sont pas relâchables. Voilà, et entre les placettes d'alimentation, les nids artificiels et la présence de vautours moines, on espère bien qu'ils arrivent à retenir quelques oiseaux espagnols. Voilà, Stormy.